messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la CLTV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le dialogue à l'ordre du jour de la rencontre entre le président de la République et Messoud El-Boulkhair, président de l'APP. Tous les membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine devant la commission de transparence dans la vie publique, selon le ministre de la Justice. L'entraîneur Corentin Martins dévoile sa sélection à une semaine de la rencontre avec la Gambie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de l'Alliance populaire progressiste, l'APP, Messoud El-Boulkhair, a été longuement reçu aujourd'hui par le président de la République. La rencontre, attendue depuis quelques mois, s'est déroulée dans un climat plutôt serein selon les premières informations. Après la friction née du refus des autorités de satisfaire les demandes de El-Boulkhair se rapportant au Conseil économique et social qu'il préside, voilà que le président de l'APP, qui a plusieurs fois tenté de rapprocher les points de vue des acteurs politiques en vue d'un dialogue inclusif, chaque fois son initiative n'a pas eu de suite. Entre les deux hommes, il a été beaucoup question de la nécessité de reprendre le processus de dialogue plusieurs fois interrompu. L'examen de la loi sur la corruption a été l'occasion pour les députés de poser de nombreuses questions, mais aussi pour le ministre de la Justice d'y répondre. Dans ses propos, le ministre Brahim Ould Daddah a affirmé que le Premier ministre et les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine devant la Commission pour la transparence de la vie publique. Un compte rendu de Ramatadem. Dans ses réponses aux députés pendant l'examen de la loi sur la corruption, le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, a déclaré que tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre, ont fait la déclaration de patrimoine auprès de la Commission pour la transparence de la vie publique. En effet, la loi sur la transparence financière de la vie publique adoptée en 2007 institue une obligation de déclaration périodique du patrimoine pour le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, certains titulaires de mandats électifs et les fonctionnaires de l'État désignés par cette loi. Selon l'article 2 de cette loi, le président de la République, après son investiture et à la fin de son mandat, fait une déclaration de sa situation patrimoniale et celle de ses enfants mineurs. Chacune de ces déclarations est rendue publique. Cette loi dispose que le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés sont tenus à leur nomination d'adresser au président de la Commission une déclaration de situation patrimoine concernant leurs biens meubles et immeubles. Cette loi dispose également que l'obligation de la déclaration de patrimoine s'impose aux hauts fonctionnaires de l'État. En dépit de l'existence de cette loi, les déclarations de patrimoine des responsables gouvernementaux mauritaniens faites devant le président de la Commission nationale de la transparence financière de la vie publique ne sont pas respectées. À ce titre, une lettre circulaire a été adressée aux concernés intitulant l'obligation de déclaration de patrimoine. À toute fin utile, il convient de rappeler que la déclaration de patrimoine est une exigence citoyenne qui vise à promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, à garantir des serviteurs de l'État et à affermir la confiance du public envers les institutions. Le banquier et homme d'affaires Isselmou Ould Tajedine, président directeur général de la Banque pour le commerce international, est bien candidat à la présidence de l'Union nationale du patronat mauritanien. Des sites mauritaniens ont publié de fausses informations qui font état d'un retrait de la candidature annoncée depuis plusieurs semaines. Mais cette candidature est bien maintenue. Isselmou Ould Tajedine est un homme d'affaires consensuel qui peut rassembler ses pairs et en même temps apaiser les relations avec les acteurs sociaux. Sa réussite dans les affaires est concrétisée par l'extension de sa banque dans une bonne partie de l'Ouest africain. Le projet de la Grande Muraille Verte a fait l'objet d'une communication au Conseil des ministres relative au tracé du projet en Mauritanie quant à une zone pilote située au Trarza. L'occasion de présenter ce projet pilote. Un reportage de Fatimata Diaché. On connaît désormais le tracé de la Grande Muraille Verte en Mauritanie, située au niveau d'une zone pilote dans la wilaya du Trarza. C'est l'objet de la communication adoptée par le Conseil des ministres, présentée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Kamara. La fixation de cette zone et son tracé est conforme aux recommandations de l'étude d'identification réalisée à cet effet. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de ce projet et les différentes phases accomplies en s'appuyant sur des statistiques sur la zone pilote ciblée par le projet. Vous savez, il y a de cela une année, j'ai eu à présenter devant vous une communication qui était
relatives à la stratégie et au plan d'action de façon globale, c'est-à-dire au niveau national. Mais aujourd'hui, le document qui a été présenté, c'est un document qui est relatif au tracé de la wilaya du Trarza. Donc, cette communication, comme vous le savez, il était question qu'on fasse une zone pilote, à l'instar de tous les pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte, en préparatif du Conseil des ministres qui aura lieu dans les plus brefs délais au niveau de l'un des pays qui sont membres de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte. Donc chaque pays devait, lors de ce conseil, présenter un document pour une zone pilote. Donc la Mauritanie a eu à décider maintenant de faire un rapport définitif sur la zone de la wilaya du Trarza. Il faut dire que la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est un projet développé en 2010 par l'Union africaine pour affronter les effets préjudiciables tant socio-économiques qu'environnementaux de la dégradation des terres et de la désertification dans cette zone frappée depuis des années par la sécheresse. Le projet a pour mission la coordination et le suivi de la réalisation d'une barrière verte de protection contre l'avancée du désert et de contribuer au développement durable sur la bande sahélo-saharienne. Cette initiative a pour objectif aussi d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence de populations du Sahel et du Sahara, de contribuer à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets. Rappelons que cette initiative est créée par le Burkina Faso, la République de Djibouti, l'État d'Étrait, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République fédérale du Nigeria, la République du Sénégal, la République du Soudan et la République du Tchad. Pour la deuxième fois consécutive, le concours de recrutement de 118 employés par la Sonelec est reporté à une date ultérieure. La première fois, le concours a été reporté du 13 au 20 mars. Cette fois-ci, le concours est désormais prévu le 17 avril prochain. Après examen des dossiers, plus de 500 dossiers ont été éliminés à cause de la clause concernant les 2 ans d'expérience exigés. Pour la Sonelec, cette expérience permettrait de recruter un personnel fonctionnel immédiatement. Mais à y regarder de près, il est difficile d'imposer aux jeunes diplômés mauritaniens une expérience surtout de 2 ans et plus. Après concertation avec les autorités concernées, la Sonelec a décidé d'enlever cette clause des conditions de candidature. C'est pourquoi le concours a été repoussé au 17 avril pour permettre à tous ceux qui n'avaient pas déposé ou dont les dossiers avaient été rejetés pour le manque d'expérience de jouir de la possibilité de participer au concours. Le sélectionneur mauritanien Corentin Martins a dévoilé les noms de la formation qui doit affronter la Gambie vendredi prochain. Il s'agit de 24 noms, dont 12 évoluent dans des championnats extérieurs. La sélection est ainsi composée parmi les gardiens. Nous avons Boubacar Salek Salahdine du FC Tawak Zena, Brahim Suleiman de l'ASC Exar, Sirou Silla du FC Gobelin de la France. Parmi les défenseurs, nous avons Oumar Ndiaye du FC Montois de la France, Abdulba du RC Lens de la France, Bakary Ndiaye du FC Tawak Zena, Ali Abeid de Levante UD d'Espagne, Mustafa Diaw du Fondia FC d'Oman, Mamadou Wad du FC Nouadhibou et Hamza Jafar du SM Caen de la France. Parmi les milieux, nous avons Moussa Sidi Bakayoko de l'ASC Concorde, Yali Mohamed Delahi du FC Tawak Zena, Diallo Guidilei de l'ASC Nancy de la France, Khassa Kamara du Skoda Zanti de la Grèce, Takulia Den du FC Tawak Zena, El Hassan El Ide de Levante UD, Abdoulaye Sidegei du FC Tawak Zena et Moussa Samba Abdullahi du FC Tawak Zena. Parmi les attaquants, nous avons Ismail Diakité de Nahda en Arabie Saoudite, Cheikh El Khalil Ahmed du CS Constantine d'Algérie, Mamadou Ndiako Nias du FC Nouadhibou, Babakar Salem Bagheli du ASC Exar, Abdoulaye Soudani du Stade tunisien, Mortar Sidi Salem de la SAC Concorde. Place à l'actualité internationale avec El Alia Abbas, Cheikh El Hadrami. La campagne électorale de la présidentielle du 20 mars au Congo-Brazzaville s'est achevée aujourd'hui. Place donc ce 18 mars au dernier meeting pour les 9 candidats en lice. Pendant 2 semaines, la campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. On reconnaît les différentes parties, même si du côté des adversaires du président sortant, on dénonce certaines entraves. Toutefois, il y a une réelle avancée contrairement à la campagne du référendum d'octobre 2015. Reste maintenant le déroulement discutant.
pour faire face aux fraudes éventuelles des 5 candidats unis contre Denis Sassou Nguesso ont mis en place leur propre commission électorale technique pour surveiller les scrutins. Michel Kafando, l'envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie au Congo, redoute des troubles post-scrutin en cas de trop grande différence entre les résultats publiés et ceux compilés par l'opposition. L'opposition, de son côté, déclare qu'une victoire de Sassou au premier tour n'est pas possible. Alors que son candidat se trouve actuellement en France pour des soins, l'opposition n'a pas changé sa ligne de conduite. Pas question de participer au second tour de la présidentielle. À l'issue de leur rencontre de jeudi, les leaders de la COPA 2016, coalition qui soutient l'opposition, Ama Amadou n'a pas changé de discours. Il ne reviendra pas sur leur décision de se retirer du processus électoral, réitérant par la même occasion le rappel au boycott du scrutin de dimanche. Ils ont donc exhorté leurs partisans à ne pas se rendre aux urnes et les invitent à la prière et au recueillement pour dénoncer l'instrumentalisation de la Commission nationale électorale indépendante de la Cour constitutionnelle. Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, comparaîtra le 25 avril devant la cour d'assises pour crimes contre l'humanité. Les avocats de Simone Gbagbo avaient introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d'acquisition. Ce jeudi, la Cour suprême l'a rejeté. L'ex-première dame ivoirienne sera renvoyée en jugement cette fois pour crimes contre l'humanité. Simone Gbagbo avait été condamnée une première fois à 20 ans de prison en mars 2015 pour attentat contre l'autorité de l'État. Sa seconde comparution est donc prévue au mois d'avril. La Cour pénale internationale s'est heurtée au refus du gouvernement ivoirien de transférer Simone Gbagbo à La Haye. Début février, le président Alassane Ouattara a affirmé qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens devant la CPI puisque la justice est désormais opérationnelle et capable de donner des jugements équitables. À cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter, retour sur les principaux titres de ce journal. Le dialogue à l'ordre du jour de la rencontre entre le président de la République et Mes'oud Boulkher, président de l'APP. Tous les membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine devant la commission de transparence dans la vie publique selon le ministre de la Justice. L'entraîneur Corentin Martins dévoile sa sélection à une semaine de la rencontre avec la Gambie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.